Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous avez manifesté. Le thème de cette conférence est la protection parasismique et le parti architectural. L'objectif est de porter la réflexion sur l'importance de la prise en compte de la contrainte sismique dès les premières phases de la conception au profit du geste architectural. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Stéphane Luto, référent départemental sismique à la DDTM. Oui, bonjour à tous. Bonjour. 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 Et M. Milan Sajek, conseil en génie parasismique, formateur en construction parasismique. M. Despo, chargé d'affaires en contrôle technique chez Groupe Cali Consult. Et Jean-Philippe Cabane de l'agence ABC Architecte. Et M. Robert Supa, directeur du bureau d'études Structura Riviera. Donc, nous remercions d'ores et déjà nos intervenants pour leur disponibilité et leur investissement dans cette initiative, dans cette conférence. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à M. Luto, qui fera un point sur la mise en œuvre du plan 606. Et ensuite, M. Sajek parlera de l'importance de la prise en compte du comportement dynamique des ouvrages en occasion du sisme dans la conception architecturale. Ensuite, encore M. Despo qui abordera le sujet des éléments primaires et secondaires dans la conception parasismique. Et Jean-Philippe Cabane et M. Soupa exposeront et commenteront deux projets qui sont le résultat de cette collaboration architecte-ingénieur dès les premières phases de la conception. Voilà, donc bonne conférence. Merci. Bien, je me présente à vous. Donc, Stéphane Liotto, je suis référent départemental sismique. Alors, je suis en place depuis le 1er juin 2017. J'étais chargé de mission auprès du préfet des Alpes-Maritimes et de la direction départementale des territoires et de la mer. Et depuis le 1er septembre, je suis passé à un grade supérieur, donc un grade d'ingénieur divisionnaire. Mais à la demande du préfet et de l'ancien DDTM Serge Castel, je continue cette mission sismique en qualité maintenant de référent départemental sismique et référent au sein du ministère de l'Intérieur dans la représentation de la délégation française sur le génie parasismique. Le plan séisme, alors Mathieu Marin, avec lequel on a collaboré aujourd'hui, où il en est. Alors, il en est de la même manière qu'il y a à peu près maintenant 3-4 ans. Les volets n'ont pas évolué, puisqu'on est toujours sur les 7 volets, la communication, la sensibilisation, tout ce qui concerne le renforcement parasismique des bâtiments de catégorie 4 liés à la gestion de crise. Et le mois que nous venons de vivre sur la tempête Alex confirme qu'effectivement, il faut que l'État et l'ensemble de ses partenaires et acteurs se préparent à cette gestion de crise. Alors là, c'était des inondations, mais je vous en dirai deux mots, notamment aussi par rapport à un rôle qui m'a été confié, puisque j'étais le responsable auprès du préfet de la cellule bâtimentaire pendant un mois, puisqu'on a expertisé plus de 2500 bâtiments à travers une méthode, la méthode liée à l'évaluation en dommages des rapides, auquel le syndicat des architectes de la Côte d'Azur a participé, puisque j'ai intégré le syndicat et les architectes dans les expertises bâtimentaires. Alors, je reviens quand même sur ce plan séisme. Il y a aussi l'ensemble de la construction neuve. Alors, la construction neuve, ça concerne deux thématiques, voire trois. À savoir, la première, c'est la mise en place de formations. Donc, depuis 2017, plus de 200 architectes, donc vos confrères, des bureaux d'études, des ingénieurs, les entreprises majeures du département ou des maîtres d'ouvrage, promoteurs immobiliers ou bailleurs sociaux ont été sensibilisés ou formés, et avec l'intervenant qui va intervenir juste après moi, Milan Zachek, et Victor Davidovici aussi, qui est aussi intervenu dans le cadre de ces formations. Donc, à l'heure, au 5 novembre, nous avons à peu près 200 personnes qui ont été sensibilisées et formées à la construction parasismique. Le deuxième volet concernant la construction neuve, c'est la mise en œuvre des plans de prévention risque sismique. Et je ferai
un petit point là-dessus, puisque en janvier 2019, nous avions notifié le PPR sismique de Nice. Vous avez été présenté lors de la même démarche d'un jeudi du SACA, où on avait fait l'exercice de vous présenter ce plan de prévention risque sismique. L'autre volet du plan, ça concerne tout ce qui est le volet lié à la gestion de crise, donc l'itinéraire de secours, avec des opérateurs Métropole, Escota et le conseil départemental. Et puis, nous avons le volet lié au plan de prévention, le plan Orsec. Voilà. Mais si je reviens sur la thématique et ce que souhaitait Barbara Rizzo, sur où on en est au niveau de ce plan séisme lié à la construction parasismique. La construction parasismique, déjà, il y a eu une petite alerte. Et cette alerte, on est à quelques jours de la commémoration du séisme du Teil en Ardèche. Il devait y avoir, et j'avais mis tout en œuvre, mais alors maintenant c'est de plus en plus compliqué, et vous le vivez comme je le vis, par rapport à la pandémie, par rapport à la crise sanitaire, par rapport à plein de choses. J'avais mis en œuvre et en place un voyage d'études pour les élus de ce département et certains partenaires pour nous accompagner à la commémoration du séisme du Teil, ou avec l'Association française du génie parasismique, le maire du Teil et la préfète de l'Ardèche. Il devait y avoir 2 jours d'échanges, de débats liés à la construction parasismique, avec un focus un peu particulier, puisque à côté le séisme du Teil, il y avait un petit objet anodin, ça s'appelle une centrale nucléaire. Donc il y avait aussi l'objectif de cette expertise liée avec EDF, liée à cette construction, le suivi lié à la centrale nucléaire. Ça ne se fera pas. Ça a été annulé et reporté en 2021. Et j'espère que 2021, avec les jours meilleurs, on pourra effectivement aborder le sujet de la construction parasismique avec ce séisme du Teil. Mais si on reste en local, là aussi, j'ai souhaité continuer la formation de vos confrères, des choses. Et là, j'ai été confronté à la même difficulté liée à trouver, je dirais, des créneaux pour permettre de mettre en place des formations en présentiel. J'ai essayé de voir avec Milan Zachek si on pouvait faire des formations de manière un petit peu dématérialisée, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc, on verra en 2021 si je trouve cette formule de faire des formations, mais cette formation sont en général sur 1 à 2 jours. Donc là aussi, c'est assez compliqué. Et puis, le présentiel permet aussi de créer des liens et des échanges. Et sur la construction parasismique, en fait, la commune de Nice est dotée en 2019 de ce PPR sismique. Donc aujourd'hui, vous êtes confronté à cette procédure liée aux courbes d'accélération, liée avec vos bureaux d'études, effectivement, la prise en compte de cette carte de microzonage qui avait été élaborée par le CEREMA et qui aujourd'hui est suivie par à la fois mes collègues de la préfecture à travers le contrôle de légalité et par rapport au service de l'urbanisme de Nice. Nous avons, à la demande du préfet, instruit toutes les études préalables au microzonage de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Et depuis le 1er septembre, le préfet des Alpes-Maritimes a pris une notification d'un arrêté de prescription de ce PPR sismique. Et depuis septembre, nous sommes en phase de concertation. Alors là, la phase de concertation aussi va être impactée, puisqu'on ne peut pas réunir pour l'instant les personnes publiques associées. Mais on espère, à partir de septembre 2021, que la commune de Saint-Laurent-du-Var, comme Nice, se dote d'un PPR sismique qui n'a rien de révolutionnaire. La seule chose, c'est qu'il y aura peut-être une zone complémentaire, puisqu'il y a un vestige d'une zone de l'ancien volcan de Biote. Donc, il y a une zone complémentaire à prendre en considération dans le jeu de ce périmètre de microzonage. Et puis, le deuxième sujet, c'est la commune de Menton. Alors, pourquoi Menton? Parce que nous avons… Non. Attends, je n'oserais pas. Elle va me taper sur les doigts, sinon. Ah, ça marche pas? On n'entend plus, Monsieur Liotto. Non, mais en fait, c'est… Ouais, Monsieur Liotto, on ne vous entend plus. On vous a perdu, Monsieur Liotto. Voilà. Et est-ce que… Alors, Enfin, moi, on a un peu, c'est ça, que j'ai eu la même…
Et par rapport donc à la Il faudrait juste que ceux qui n'interviennent pas coupent leur micro, par contre, parce qu'on entend quelqu'un, je ne sais pas qui. Ouais. Voilà, pour donc Saint-Laurent-du-Var, donc, les études préalables ont été terminées par le CEREMA et le BRGM. Le 1er septembre, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de prescription qui permet de lancer la phase de concertation. Cette phase de concertation est un petit peu impactée vis-à-vis de la pandémie, notamment pour réunir les personnes publiques associées. Mais l'objectif qui nous a été associé avec le préfet, c'est de faire un arrêté d'approbation courant septembre 2021 pour la commune de Saint-Laurent-du-Var. Et pour la commune de Menton, qui est aussi un terrain important au niveau des enjeux, nous avons lancé depuis le mois de juin avec le CEREMA et encore le BRGM les études préalables qui vont partir sur 2 ans. Là, c'est 2 ans d'études, puisqu'il y a aussi l'association avec les mouvements de terrain, mais on reste bien dans le cadre du PPR sismique. S'il y a un PPR sismique et un PPR mouvement de terrain, et pour ma part, je porte le PPR sismique de la même manière, avec les mêmes méthodologies que Nice, Saint-Laurent-du-Var et Menton, pour ne pas perturber les acteurs professionnels que vous êtes, architectes ou vos associés en tant que bureau d'études. On ne change pas la règle du jeu en cours d'évaluation. La seule chose, c'est qu'effectivement, sur Nice, il y avait eu 30 ans d'années d'études. Saint-Laurent-du-Var, c'était un petit peu le miroir, donc il y avait aussi des éléments. Menton, on repart sur une page blanche. Et il y a eu maintenant, depuis le mois de juin, plus de 3 mois, 5 mois, de petits capteurs qui ont permis d'élaborer les profondeurs, le suivi sismique pour élaborer des cartes. Donc là, pour l'instant, on est parti pour 2 ans, 2 ans d'études scientifiques avec le CEREMA et le BRGM. Voilà en quelques mots sur l'activité de ce plan séisme 06. Sachez que il y a eu là aussi un déclic par rapport à cette catastrophe inédite de la tempête Alex, qui a fait prendre conscience effectivement il faut des ponts, il faut de l'eau, il faut des téléphones, il faut de l'électricité, et puis alors c'était des inondations, c'était pas un séisme, mais ça avait le goût et ça a ressemblé, puisqu'il y a eu plus de 2500 bâtiments qui ont été impactés par rapport à cette inondation, où des ouvrages ont été emportés. Alors la démarche, c'est que le préfet m'a demandé et nous a demandé au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de réfléchir rapidement à une cellule bâtimentaire intégrant aussi la partie sismique. Et j'ai remobilisé l'ensemble des gestionnaires sur le renforcement parasismique des bâtiments de catégorie 4. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais vous en citer 3 ou 4. La Tour Jean Moulin, où il y a le centre opérationnel départemental. Tout ce qui est les tours de contrôle des aéroports de Nice et de Cannes, parce qu'il faut faire du ravitaillement, l'ensemble des centres hospitaliers de Nice et bien sûr les casernes de secours, sur notamment la caserne Magnan, sur lequel on souhaite un renforcement parasismique. Voilà où on en est sur ce plan séisme, où l'animation financière est portée essentiellement par le fonds Barnier, à travers l'accompagnement à la fois des études, de la formation, mais aussi de l'accompagnement de certaines collectivités pour à hauteur de 50% du montant des travaux liés à la protection et le renforcement parasismique. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, le 5 novembre, en essayant d'avoir respecté ces 10 minutes, Barbara, je l'espère. Et puis, je crois qu'on laisse passer toutes les présentations, et puis à la fin, je reste avec vous pour des questions éventuelles sur ce plan séisme 06. Voilà. Du coup, je vais passer la main à M. Natsek pour qu'il puisse donc je vais partager l'écran. Oui, je vous ai donné la main. Alors, pour votre information, Milan Sachek intervient à ma demande. Et donc, je l'ai associé à cette présentation liée à la protection parasismique des bâtiments Liquintel, le parti architectural. Voilà. Et c'est cette collaboration que j'ai avec Milan Sachek depuis maintenant plus de 3 ans. Bonne intervention, Milan. Merci. Vous voyez l'écran ou pas? Oui. Parfait. Oui. Donc, je souhaite aborder 2 fausses idées qui concernent le projet d'architecture. Ces fausses idées, c'est d'une part que la construction parasismique est une affaire d'ingénieurs. C'est sûr que les ingénieurs jouent un grand rôle, mais l'architecte est concerné quand même d'une manière très importante.
on ne devrait pas envoyer juste le projet tel qu'on l'a conçu au bureau d'études et puis ne pas s'occuper au moment de la conception. Parce qu'on ne le sait pas forcément, le comportement sous séisme d'un bâtiment est entièrement dû à l'architecture du projet, donc de la structure, donc du projet. Le calcul prend en compte le comportement qu'on a, mais s'il est pénalisant ou pas, c'est le projet qui en décide. Donc l'architecte joue un rôle très important. D'autant plus que le calcul peut ne pas marcher. Évidemment, ça marche pour les séismes faibles et moyens, mais ça peut ne pas marcher pour les séismes forts, comme on va le voir, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et puis de mesures simplificatrices qui font que ça ne colle pas forcément à ce qui se passe réellement. La deuxième fausse idée, c'est que si donc en architecture on respecte les contraintes parasismiques, qu'on ne fait que des cubes. C'est totalement faux, c'est qu'on peut, on va démontrer le contraire dans ce qui suit là. Il y a un écran là. Je sais pas. Les exemples suivent, puisqu'il y a au moins une solution, généralement plusieurs, pour tout projet. Hein. J'ai des écrans qui sont parasites, là. Vous les avez aussi ou pas? Non, tout va bien chez nous. Non, pas du tout. Non, vous avez que l'écran PowerPoint? Oui. Ça va, moi j'ai des écrans parasites. OK. Donc, des exemples. Le retour d'expérience numéro 1. Les rez-de-chaussée ou d'autres niveaux vitrés qui sont ou libres, même complètement libres, subissent souvent des dommages. On le voit sur les photos. Donc, le retour d'expérience, il est juste. Hein, ceux qui écrivent les rapports post-sismiques, ben, ils décrivent la réalité. C'est la conclusion quantière qui n'est pas toujours bonne. Là, on voit d'autres cas. Vous voyez des bâtiments qui se sont effondrés parce qu'il y avait un rez-de-chaussée qui était vitré. Et pourtant, c'est au Japon. Et les bâtiments ont été calculés. Par exemple, les 3 premières photos, c'est à Kobe. Et à Kobe, on appliquait des règles parasismiques assez récentes, mais manque de peau. Manque de peau, le séisme était 3 fois plus fort que le séisme de calcul. On a calculé le bâtiment pour le quart de l'accélération pesanteur comme accélération et ils ont enregistré le triple. Ce qui veut dire que le bâtiment était sous-dimensionné. Comme l'architecture ne gérait pas le problème justement parce qu'elle n'était pas parasismique, mais les bâtiments se sont effondrés puisqu'ils étaient sous-dimensionnés. Alors qu'on peut gérer le problème, qui donne une résistance supplémentaire au bâtiment par rapport au calcul. D'autres exemples, vous voyez, des rez-de-chaussée qui étaient plus pas ouverts ou très souples parce qu'il y avait des garages, juste les pots de garage ou beaucoup de percements comme on voit ici à droite. Donc, quelle est la conclusion infondée? C'est qu'il faut s'abstenir de vitrer ou de laisser libre le rez-de-chaussée d'un bâtiment situé en zone sismique. C'est la conclusion qui ne va pas. Parce qu'elle ne tient pas compte de la raison. Il faut toujours connaître la raison, donc mettre le doigt sur la cause de ces dommages. Et la cause de ces dommages n'est pas le vitrage, c'est, je l'ai mis en rouge, la différence de rigidité. Le mot différence est très important. Différence de rigidité latérale entre le niveau transparent et puis le suivant. Autrement dit, si on supprime cette différence ou si on la rend négligeable, le bâtiment ne subira pas le sort de ceux qu'on a vus avant. Donc, comment on peut faire? Voilà, je la liste la solution. Donc, par exemple, contrevanter le rez-de-chaussée pour conférer une rigidité comparable à celle des niveaux dessus. On peut varier progressivement la rigidité du bas vers le haut, du niveau. Hein. On va voir des images. Hein. On peut conférer une grande rigidité au poteau pour que justement il ne soit pas souple. Hein. Généraliser la souplesse puisque c'est la différence qui posait problème et non pas la souplesse. Hein. Ou éventuellement l'isolation parasismique qui est une solution qui marche toujours. Hein. Alors là, quelques images. Donc, contreventer, ça veut dire on le fait à l'extérieur, mais si on n'aime pas le voir, donc on peut le mettre à l'intérieur, comme le noyau de contreventement. La rigidité des niveaux peut augmenter progressivement aussi. On va avoir aussi une réalisation de Toyo Ito. Grande rigidité des poteaux, là aussi Toyo Ito, ça a été adopté pour la médiathèque de Sendai au Japon. La généralisation de la souplesse, tous les niveaux ont la même souplesse. Et lorsque la rigidité du niveau suivant est obtenue par ou due à un garde-corps en béton, par exemple comme celui-ci, dans une loggia, on peut séparer, donc découpler ces garde-corps avec des vides, par exemple, de 10 cm.
ou bien l'isolation parasismique qui découple au fait le bâtiment du sol, ce qui fait qu'il est beaucoup moins sollicité par les mouvements du sol. Alors, quelques photos. Là, donc, on a opté pour un contournement visible au niveau qui est ouvert, hein, complètement ouvert comme un garage ici, ou bien vitré comme en bas à droite. Ça ne peut pas forcément, on ne peut pas faire que ça, donc on peut le faire à l'intérieur. Hein. Là, c'est encore l'extérieur. Vous voyez ici, il y a des niveaux qui ont reçu un contreventement supplémentaire. Hein. L'école d'architecture de Wellington, en Nouvelle-Zélande aussi, oui, ils ont mis des V de contreventement aussi visibles à l'extérieur. Donc ça, c'est une partie architecturale choisie. Mais là, on est à l'intérieur. Donc, par exemple, la première photo, c'est une entreprise, donc c'est en fait un restaurant d'entreprise. Aux étages, on a des bureaux qui sont assez rigides, avec des murs assez rapprochés. Et là, c'est tout vitré sur les 4 côtés. Et donc, il a suffi d'ajouter un contreventement pour que la rigidité soit comparable avec celle des niveaux supérieurs. Et il n'y a plus aucun problème. Ça peut rester vitré sur les 4 côtés et le bâtiment ne s'effondrera plus. À droite, le cas des garages, donc très fréquent. On a des voiles ou des bâtiments, enfin des étages rigides très souvent avec des parkings au niveau inférieur. Et donc, comme les parkings généralement comportent des ossatures en poteau-poutre par autre-chose, ben, on peut effectivement ajouter des croix de Saint-André qu'on voit ici ou des murs à l'entrée, derrière les emplacements, entre les emplacements, on peut toujours en trouver de sorte à ce que la rigidité du niveau soit comparable à celle qui suit. Et le problème est réglé. Il n'y a plus de problème. La photo du bas, on voit qu'il y a un niveau qui est très haut, ici, beaucoup plus haut que les autres niveaux. Et donc, on a ajouté, on l'a derrière la vitre, des contreventements derrière, hein, puisque s'il était très haut, c'est que du coup, il était devenu plus souple, parce que là, il s'agit des poteaux qui sont fléchis latéralement. Leur rigidité dépend du cube de la hauteur. Hein. Ce qui fait que s'il est très haut, évidemment, le cube, ça fait encore amplifier la souplesse des poteaux. Ce qui fait qu'il a fallu faire des contreventements pour rigidifier ce niveau flexible. Là, des images donc d'une variation progressive de rigidité entre le pied et la tête des poteaux. C'est donc la bibliothèque à Tokyo qui a été faite aussi par Toyo Ito. À quoi ça tient que ça marche? C'est parce qu'il n'y a pas d'angle rentrant entre les planchers et les poteaux. Parce que les angles rentrants sont des sièges de concentration de contraintes où les dégradations commencent, sont initiées. Et quand il n'y a pas d'angle rentrant, les contraintes sont réparties sur un grand linéaire et ne présentent plus de danger comme notre cas. À droite, on voit un immeuble à New York. On voit à travers la façade rideau que la structure est la même partout. Et le rez-de-chaussée est libre. Donc, pas de problème, puisque la structure est la même partout. Le mur rideau n'apporte pas de rigidité aux étages, donc il n'y a pas de rigidité supérieure à celle du niveau du rez-de-chaussée. Une autre solution, donc on a cité, donc grande rigidité des poteaux. Alors, c'est le Corbusier à Marseille. Hein. Quand je l'ai vu la première fois, je m'étais dit, mais heureusement que Marseille n'est pas en zone sismique. À l'époque, c'était la zone 0. Parce que ce bâtiment, il pourrait basculer. Mais quand on regarde de plus près, on regarde en section ici, les piliers en bas, ils ont une rigidité tellement importante par rapport aux voiles qui sont superposés sur le dessin au-dessus, qu'il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas de niveau qui est plus souple en bas qu'en haut. C'est plutôt le contraire. Et les images à droite montrent effectivement que c'est dans les deux directions qu'on a cette rigidité-là, pas dans une seule. L'isolation parasismique, donc quand on a un bâtiment qui a une base fixe, les déformations augmentent vers le haut. Or, les charges sismiques sont proportionnelles à ces déformations, on dit au déplacement des planchers par rapport à la position initiale. Quand il y a une isolation parasismique, c'est-à-dire quand il y a une zone souple qui ne laisse pas passer les efforts d'une manière notable, mais le bloc au-dessus se comporte, enfin, la superstructure se comporte comme un bloc rigide. Même si elle est lancée, donc à ce moment-là, on a quand même des petites déformations, mais les charges sismiques sont donc proportionnelles, sont relativement faibles.
Ça peut prendre la forme de cylindre bloc, qu'on voit à droite. Ça peut prendre aussi de forme d'appui glissant. Il y a toutes sortes d'appuis. Ce n'est pas le sujet de la présentation. J'espère que la vidéo ici va marcher parce que sur Teams, dans une autre réunion que j'ai faite, elle n'a pas marché. Alors je le lance. Chez moi, elle marche. Est-ce que ça bouge? Ça bouge sur votre écran? Non? Oui, tout à fait. Ça va. C'est parfait. Donc, vous voyez que la souplesse, elle est donnée par les rouleaux et que la construction au-dessus, en fait, elle ne subissait pas ces déplacements. À la fin, ça se casse la gueule parce que des mouvements aussi lents que ça n'existent pas. Donc, du coup, ça ne correspond plus à la réalité. C'était le retour d'expérience numéro 1. Mais il y en aura 3. Le retour numéro 2, c'est que les bâtiments symétriques et réguliers se comportent bien sous l'action sismique. C'est forcément vrai, hein, puisque ça a été observé donc, lors des missions post-sismiques. Et donc, à l'inverse, les bâtiments de forme très irrégulière, comportant des ailes ou des retraits importants par l'élévation, subissent souvent des dommages graves. Souvent, mais pas forcément, on va le voir. Donc là, c'est des dommages. Là aussi, on voit des dommages. Quand on a des bâtiments à aile, donc il y a une aile qui est ici qui est rigide, qui n'oscille pas de la même manière que celle qui est souple dans la direction. Ça fait des dommages entre les deux, comme on voit ici. Verticalement, c'est pareil. On a des retraits qui sont souples par rapport à la base. Donc, entre les deux, le bâtiment se fend lors des oscillations. Et à la base des retraits, comme on voit ici, il y a des dommages qui peuvent être souvent importants. Donc, ça, c'est ce qu'on constate lors des missions post-sismiques. La conclusion qu'on a fait est souvent infondée. On dit qu'il faut concevoir des bâtiments de forme simple et régulière, voire cube, éviter donc de multiples décrochements, au niveau en retrait. Évidemment, les formateurs ou certains bureaux d'études le conseillent parce que du coup, on ne se trompe pas. Quand on fait ça, on ne s'est pas trompé. Par contre, si on a des décrochements des ailes, on peut se tromper. Il faut savoir gérer. Et on va voir comment on gère. Mais ce n'est pas forcé que ce soit une mauvaise solution, puisqu'il y a toujours une solution pour toute forme architecturale. Là aussi, il faut évidemment se pencher sur la cause du problème, quelles sont les causes des dommages. Mais il y en a deux. Les oscillations différentielles, je disais que les ailes n'oscillaient pas en phase, chacune avait tendance à osciller différemment, plus ou moins lentement ou rapidement. Et puis aussi la torsion, le bâtiment qui se met à vriller. Donc, il suffit de supprimer ces deux causes-là ou de les rendre limitées, de les limiter donc pour régler le problème. Et donc, là aussi, je propose des solutions. Bon, celle qui est marquée dans la règle parasismique, ce sont les joints parasismiques, c'est-à-dire on découpe la forme complexe en blocs simples, donc symétriques, mais ça a beaucoup d'inconvénients qu'on va évoquer. Donc, ce n'est pas à rechercher a priori. Rigidifier les zones flexibles, donc si on rigidifie les extrémités, on n'aura pas d'oscillation différentielle. Faire varier progressivement la forme du bâtiment, on a vu ça aussi précédemment, puisque c'est toujours le même séisme, donc les mêmes solutions. Et l'isolation parasismique aussi. Donc les joints sismiques, comme on voit, on peut découper toute forme en forme simple, donc dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Par contre, le coût peut être élevé. Et puis la largeur prohibitive. Pourquoi le coût est élevé? Parce que là où il y avait une file structurale, si on se sépare en deux, il en faut deux. Déjà, il faut payer une file structurale en plus. Ensuite, la largeur elle est prohibitive. C'est-à-dire, si on a un bâtiment en rez-de-chaussée ou de niveau, peut-être que ça va faire 4 ou 6 cm de largeur, le joint, ça va. Mais si le bâtiment fait 20 niveaux, si le joint fait 30 cm, est-ce que vous souhaitez avoir un joint de 30 cm qui traverse le bâtiment? Ça devient prohibitif. Ensuite, la mise en place difficile, puisque les joints devraient être vides de tout matériau. Et là aussi, ça coûte, puisqu'il faut acheter des coffrages retractables. Là, on voit les largeurs de joints réglementaires, donc entre des bâtiments, on peut encore l'admettre, bien sûr, mais imaginez que ce joint-là à l'intérieur d'un bloc, comme un joint de dilatation. À droite aussi, on voit il y a 1,40 m entre les deux bâtiments. Donc, si c'était à l'intérieur des bâtiments, ce serait compliqué. Là, on voit que le polystyrène, s'il est laissé en place, il transmet les chocs. Donc, il faudrait que le joint soit vide. C'est ce qui a été fait à droite ici. Là, on voit manifestement qu'il y a un vide entre les deux fils structurales. En bas, j'ai mis la main entre les voiles, c'était vide.
sur la longueur de mes doigts, mais quand je vois que les voiles étaient coulées en place de deux côtés, ça veut dire qu'ils ont triché, qu'en réalité, ce n'est pas vide, parce qu'ils n'ont pas pu le gratter, ce polystyrène. Bon, à droite, on a des coffrages qui sont rétractables qu'on peut ressortir. Les couvre-joints devraient être souples, mais au fait, là, je montre que le joint doit passer aussi dans les éléments non structuraux. Et là, on voit aussi donc ces couvre-joints souples, puisqu'il faut qu'ils absorbent les oscillations de deux côtés, donc généralement des soufflets en caoutchouc comme ici, ou des tôles pliées font l'affaire. Là, c'est vertical et là, c'est au sol, joint en caoutchouc. Ajout d'éléments rigides. Donc, on voit que même architecturalement, on peut très bien le traiter. On a des croix de Saint-André sur les pignons. On a augmenté la rigidité transversale de ces bâtiments. Donc, on peut augmenter ici la rigidité de telle sorte à ce que, ici, sur l'aile longue, on obtienne la même rigidité ou presque que sur l'aile qui est courte, hein, qui est étroite. Et du coup, il n'y a plus d'oscillation différentielle puisque c'est la différence de rigidité qui est à l'origine. Avec les voiles, ça marche tout seul. Hein. Et quand je le résume, ici, on n'est pas obligé de mettre tout le pignon en mur, parce que comme les poteaux sont sollicités à la flexion, la rigidité en flexion, même horizontalement, varie avec le cube. Hein, ce qui fait qu'avec un bout de mur, on obtient une rigidité très importante par rapport au poteau, parce que si le poteau fait 50, le mur fait 5 mètres, ça fait 10 fois plus, au cube, ça fait 1000 fois. Donc, on peut avoir des murs qui sont 1000 fois plus rigides hein, que les poteaux. Ce qui fait qu'avec un petit bout de mur, on peut corriger l'inconvénient de la forme initiale. Donc, c'était faisable. Il suffit d'y penser, de faire peut-être le calcul de la rigidité si on ne sait pas le faire. La variation progressive, cette fois-ci, c'est en élévation. Donc, on voit ce bâtiment, il a 3 ailes. Hein. Mais on passe progressivement d'une aile à l'autre, il n'y a pas d'angle rentrant où se concentreraient les contraintes entre les ailes qui oscilleraient différemment. C'est le même bâtiment, on le voit de notre angle. Voilà, ça c'était en plan. Maintenant en retrait, verticalement, donc avec des retraits. Donc le joint, bien sûr, c'est la solution dont on a parlé aussi. Retrait progressif, c'est toujours valable comme démarche même en élévation. On peut prévoir des éléments qui font office de contrefort. On peut conférer aux étages une rigidité comparable comme on vient de le faire en plan. Donc si j'ai 2 travées qui sont contreventés ici, si je contrevente 2 travées au-dessus pareil, ben alors il y a la même rigidité là et là, à quelque chose près, donc à quelque chose de négligeable. Donc j'ai résolu le problème. Ou bien l'isolation parasismique, hein, parce que celle-ci marche toujours. Des exemples des images, donc là on voit qu'on fait varier à la largeur progressivement. Donc, on a le bâtiment d'en dessous, en escalier, et c'est ce qui est à éviter. Mais à éviter pour la structure principale. Le terme de la structure principale sera abordé par M. Despo, mais je peux déjà dire qu'on décide de ce qui est la structure principale, c'est la structure la plus rigide qui assure le contreventement, et on considère, ce n'est pas tout à fait vraiment, on considère que les charges sismiques ne passent pas dans la structure secondaire. Autrement dit, tout ce que je fais un escalier ou pas dans la structure secondaire, on considère qu'il n'y a pas de charge sismique dessus. Et donc, c'est la structure principale qui a un retrait progressif ici. Et à part ça, je peux faire ce que je veux. Là, pareil, le voile, je rétrécis la largeur progressivement au lieu de le faire en dents de scie. La structure principale, s'il y en avait ici, même les éléments non structuraux qu'on vit ici, c'est peut-être la structure secondaire aussi. On peut faire ce qu'on veut dans la structure secondaire. Hein. Là aussi, on voit que c'est très souvent employé, la variation progressive de la largeur, ici, des éléments qui contreventent. Hein. Et là aussi, c'est donc la variation progressive. Éléments faisant office de contrefort, là, c'est manifestement fait exprès. Là, c'est peut-être fait exprès aussi, mais peut-être pas. On a donc fait des séparations de loggia sous forme de contrefort. Et ici, à droite, à l'Opéra de Tokyo, les contreforts sont extérieurs. Et on a plus de problème d'oscillation différentielle des étages. Donc, c'est résolu. Ceci, ça résume un peu le fond du problème. Parce que quand on montre ça en bureau d'études, à mon avis, il y en aurait beaucoup
qui dirait, ben là, monsieur, il ne faut pas faire ça parce que c'est vraiment pas indiqué pour la zone sismique, puisque c'est loin d'une forme symétrique et simple. Mais quand on regarde de plus près, quels sont les problèmes? Je les ai cités, oscillation différentielle et la torsion. La torsion se fait autour du centre de rigidité, puisqu'un séisme, il impose des déformations au bâtiment et non pas des forces externes, comme le vent. Ces forces externes de calcul, c'est juste des concepts. Il impose des déformations. C'est comme quand on est dans un bus qui démarre rapidement, et donc on a tendance à tomber en arrière. Donc on est déformé par le déplacement de la base. Mais c'est exactement ce qui se passe pour les séismes. Autrement dit, ce qui résiste au séisme, c'est ce qui résiste à la déformation. Autrement dit, ce qui est rigide. Et c'est la structure principale, c'est tous les éléments rigides ou très rigides, le contreventement. Ici, dans ce plan-là, qu'est-ce qui est rigide? On voit ici des voiles qui sont courbes. Ils ont à peu près la même rigidité. Donc, le centre de rigidité, il se trouve à peu près au milieu, ici. En bas, c'est R, centre de rigidité. Donc, en fait, la résistance au séisme, la résultante va passer par ce centre de rigidité, puisqu'on doit résister au déplacement, aux déformations. La charge sismique, elle passe par le centre de gravité, en tout cas sa résultante. Ce qui fait que s'il y a une différence importante entre la position du centre de gravité et de rigidité, entre l'action et la réaction, ça fait un couple qui fait vriller. Mais on estime que si cette distance qu'on appelle excentricité structurale par ailleurs, si elle ne dépasse pas 15% de la longueur du bâtiment, on estime que ce n'est pas préjudiciable. Et si je mesure dans ce plan-là, ça ne fait pas 15% de la largeur du bâtiment. Donc pas de torsion. Dans l'autre sens non plus. Oscillation différentielle. Est-ce que j'ai des avancées de retrait importants par rapport à la structure principale? Non. Donc ce bâtiment, il se comporte très bien. Cette maison se comporte très bien malgré sa forme irrégulière. Donc je résume, si on fait tout symétrique, régulier, rectangle, cube, on ne se trompe pas, ça c'est sûr, on ne se trompe jamais. Par contre, si on a une structure plus complexe, une architecture plus complexe, mais il faut gérer. Il faut gérer avec ce qu'on a vu, avec les 4 ou 5 solutions qu'on peut envisager, qui ne sont pas difficiles à envisager. Voilà l'exemple d'une structure régulière. C'est Toyo Ito, toujours la médiathèque de Sendai. Alors, son ingénieur a trouvé la solution parce que Toyo Ito, il voulait des poteaux répartis un peu aléatoirement. Ça lui plaisait comme partie architecturale. Ne pas avoir les poteaux tous alignés dans un rang comme à l'armée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'ingénieur? Il a dit, alors on va choisir comme structure principale les poteaux d'angle. On va les faire plus rigides que les autres. Ce sera la structure principale. Les autres, on va les faire moins rigides. Et ce sera la structure secondaire. Donc, ils ne sont pas calculés au séisme. Ce sont les poteaux d'angle qui vont être calculés au séisme. Mais là, j'ai satisfait à la règle de symétrie. Donc, c'est résolu. C'est une solution qui est très élégante. Là, on voit le chantier. Donc, vous voyez, les poteaux d'angle sont relativement, là, ils sont mis en couleur, qui sont relativement forts par rapport aux autres poteaux qu'on a pu désigner comme structure secondaire. Évidemment, un bureau d'études, quand il choisit ce qui est principal, ce qui est secondaire, il faut qu'il vérifie si ce qu'il a choisi comme structure principale, c'est capable d'assurer la stabilité du bâtiment. Sinon, il faut récupérer certains autres éléments pour les rendre principaux. Le dernier retour d'expérience, on dit que lorsqu'il y a des poteaux et des poutres qui ne sont pas dans le même plan, comme on voit ici, on a des poutres qui sont en arrière par rapport aux poteaux qui font pilastre, c'est le parti architectural de l'architecte, on a souvent donc des dommages sismiques importants. Donc c'est vrai, on le voit ici, donc c'est parce qu'on n'a pas géré le problème. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que le séisme est passé par là. Autrement dit, c'était la structure principale. Et la structure principale mal conçue parce que la descente de charge se fait en chicane. Donc là, puisqu'il faut qu'elle fasse ça, la charge sismique, la descente, c'est en chicane. En chicane, ça donne lieu à des efforts de cisaillement. Et en cisaillement, le bâtiment casse très rapidement quand il arrive à la limite d'élasticité, alors que les règles permettent à ce qu'on la dépasse. Donc, la solution, comme je le dis, ce sera de contreventer autrement. Là, on a contreventé par effet portique, donc poteau-poutre, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur sans doute de bureau d'études aussi, parce qu'il aurait pu contreventer par des murs à l'intérieur.
et on aurait pu garder l'architecture de l'architecte. Voilà, donc ça se répète ici. Donc, la conclusion est fondée que les poteaux, les poutres doivent obligatoirement être placés dans le même plan. Ce n'est pas vrai. On peut contreventer autrement. Les causes des dommages sur la descente de charge en baïonnette, je l'ai dit. Et puis la sollicitation satisfaisante, c'est donc de contreventer autrement à l'intérieur du bâtiment pour faire une autre structure principale plus rigide que celle des portiques, ce qui n'est pas difficile parce que les portiques, c'est un contreventement qualifié de semi-rigide ou souple, si vous voulez. Donc, en conclusion, il est important de réaliser que le comportement dynamique des ouvrages lors d'un séisme dépend entièrement de la conception architecturale. Ensuite, on calcule pour le comportement qu'on a. C'est ce que je dis ici, le calcul pour qu'il soit optimal ou pénalisant, le bâtiment, pour son comportement. En plus, le calcul donc, comporte beaucoup d'incertitudes et d'approximations qui ont conduit aussi souvent à un effondrement, même des bâtiments calculés au Japon, parce que là, les séismes sont forts, il y a des bâtiments effondrés qui étaient calculés. Alors que si on a une conception architecturale qui est favorable, où il n'y a pas ces phénomènes qui se grèvent sur le comportement optimal, à ce moment-là, il y a une réserve de résistance par rapport à la résistance calculée. En outre, donc, elle permet cette conception d'optimiser le coût, parce que ça coûte moins cher, évidemment, que d'armer, calculer des sections puis armer pour un comportement pénalisant. Et cette sécurité que je viens d'évoquer qu'on obtient. Donc, un architecte qui se forme même spontanément, puisque ce n'est pas compliqué, vous avez vu, il y a peut-être cinq solutions, c'est tout, à tout ça. À chaque fois, on peut se poser la question, puis il suffit de regarder ces 4 phénomènes. Et comme justement, vous n'avez certainement pas noté, comme c'est difficile de tout intégrer d'un coup, dernièrement, je l'ai rédigé. Je l'ai rédigé dans un petit fascicule simple qui est celui-ci. Alors, je l'ai ajouté pour ceux, comme il n'est pas cher, ou très simplement, en quelques lignes, pour chaque problème, je résume ce qu'il faut faire, quels sont les problèmes et qu'il faut faire. Donc, c'est pour ceux qui souhaiteraient acquérir ces connaissances-là, ils y sont décrites simplement. Et pas seulement, parce qu'après, il y a des dispositions constructives qui y sont aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il faut les poser maintenant ou après. On les posera à la fin, je pense. À la fin, ok, très bien. Oui. Donc, j'ai terminé. Vous pouvez passer Merci la parole beaucoup. à d'autres personnes. Du coup, je vais passer la main à Monsieur Despo. Oui, pas de souci. Et c'est parti. Tac. Et... Voilà. Tout le monde va bien en présentation? Oui, c'est bien. Ça marche. Okay. Donc déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus du coup, pour la présentation. Donc, je me présente du coup Steven Despo, qui est consul, donc chargé d'affaires en contrôle technique à l'agence Sophia. Et je vais être accompagné du coup de Monsieur Janier Dudot, Hubert, donc je suis le directeur d'agence de Sophia Antipolis, contrôle technique. Voilà. Donc nous, on va un petit peu venir en complément de ce que vous avez énoncé déjà, Monsieur Zachek. Donc on va d'abord parler du coup de la réglementation en fait par rapport au problème qui vous a annoncé. Donc par rapport à l'Eurocode 8, on va surtout parler des éléments primaires et des éléments secondaires. Alors, juste pour information quand même, l'Eurocode 8, donc c'est la réglementation sismique qui est applicable du coup en France et du coup maintenant en Europe également, pour toutes les constructions neuves du coup qui sont situées en zone sismique 3 et en zone sismique 4, qui nous concerne ici dans les Alpes-Maritimes principalement. C'est aussi applicable dans la zone 2, donc dans la majorité du Var, pour les bâtiments de catégorie 3 et catégorie 4, donc c'est les grands ERP principalement. C'est aussi applicable pour les bâtiments existants qui ne peuvent pas satisfaire aux critères de non-aggravation des risques sismiques, ou bien un bascule qui existe. Ce n'est pas forcément le sujet. Alors, les éléments sismiques primaires et les éléments sismiques secondaires, donc comme l'a évoqué rapidement M. Zachek, alors les éléments sismiques primaires, en fait, c'est tous les éléments qui vont participer au contreventement dans le cas d'un séisme. Donc, c'est principalement des voiles. Et pour que ces éléments soient considérés comme primaires, en fait, il faut que
ces éléments soient continus jusqu'aux fondations du bâtiment. Donc là, le premier exemple, c'est un voile du coup, qui descend vraiment jusqu'aux fondations. Il y a aussi une autre solution qui est les poutres voiles, où c'est un voile qui est supporté par des poteaux qui, eux, descendent à ce moment-là jusqu'aux fondations, et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir incorporer des ouvertures dans ces voiles, dans ces poutres voiles, du coup, plutôt. Les éléments secondaires, en revanche, du coup, ça va être tous les voiles qui sont, eux, repris par des dalles ou par des poutres, et du coup, qui va leur donner, entre guillemets, une souplesse, et qui fait que les forces sismiques ne vont pas être transitées par ces éléments, parce que la transition ne se ferait pas directement. On a plusieurs cas où on a les voiles drapeaux, donc qui sont des voiles qui sont encastrées en fait, sur des poteaux. Et on a aussi le cas où on a des ouvertures qui sont très très proches des appuis, qui ne permettent pas en fait, de la transmission des efforts sismiques par le biais des bielles. Donc les bielles, en fait, c'est des efforts de compression qui vont se transmettre à 45 degrés dans le béton principalement. C'est le mode de transmission principal des efforts de contreventement. Ensuite, donc on revient du coup à ce que nous impose le code 8. Donc le code 8, lui, il écrit que en gros, les éléments sismiques secondaires, leur rigidité et leur contribution du coup à cette rigidité, d'un point de vue latéral, ne doit pas dépasser 15% de celle des éléments primaires. Donc ce que ça veut dire, c'est que en phase de conception, le bureau d'études doit en fait analyser le projet et vérifier et faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan de raideur, c'est-à-dire qu'il va entre guillemets stabiloter et numéroter tous les voiles dans les deux directions principales, dans la direction X et la direction Y. Normalement, il doit le faire du coup pour chaque étage. Et en fait, à partir de cette analyse, rédiger un tableau qui va lui permettre en fait, de calculer et de vérifier que la part de la rigidité des éléments primaires et des éléments secondaires. Et vérifier du coup que ce critère ne soit pas dépassé. Alors, pour que ce soit un peu plus parlant, je vais vous montrer du coup en élévation. Donc ici, c'est le cas d'un bâtiment classique où en fait, on a la plupart du temps des logements du coup, dans les étages, des commerces en rez-de-chaussée, où en fait, dans le cas où l'architecte en fait, souhaite avoir une grande partie vitrée au rez-de-chaussée, il va dans ce cas mettre les éléments porteurs verticaux en retrait par rapport à cette façade. Ce qui fait que la façade qui est dans les étages, qui elle est porteuse, devient entièrement, se transforme du coup en élément secondaire. Ce qui fait qu'on aura beaucoup de difficultés dans ces configurations en fait, à répondre aux critères de l'Eurocode 8. La solution la plus simple à mettre en place dans ce cas-là, ce serait du coup de recréer du coup, une file de porteurs alignée avec les porteurs du rez-de-chaussée ou, pareil, on a le même problème aussi, comme l'a évoqué M. Zachek, dans les parkings, dans les souterrains. Faire attention du coup, au décalage des façades, souvent qui sont plus en retrait en superstructure qu'en infrastructure. Du coup, ce serait de recréer une nouvelle ligne de porteurs à l'intérieur du bâtiment et du coup de transformer la façade en élément secondaire avec une rigidité moindre, en élément par exemple de maçonnerie ou autre. Attention, toujours en prenant en compte les problèmes que ça peut engendrer d'un point de vue acoustique, thermique ou d'étanchéité. Enfin, du coup, je vous montre du coup deux exemples de bâtiments, dont l'un que M. Zachek a déjà parlé, celui de gauche, du coup, qui est un bâtiment de New York. Le deuxième, du coup, celui de droite, c'est la tour qui s'appelle The Jerkins, qui est à Londres, en Angleterre, qui utilise en fait une structure, un principe de structure qui est le diagrid. C'est une structure en fait qui est assez récente, en fait, qui a été inventée récemment. En fait, on va créer un noyau en béton rigide qui va en fait contenir souvent les cages d'escalier et cages d'ascenseur pour pouvoir se déplacer facilement aussi à l'intérieur du bâtiment, et qui va construire notre noyau dur. Et en fait, on va se servir des façades en créant un grillage, une maille en éléments en acier qui va nous permettre en fait, finalement de créer un nouvel élément de contreventement en façade qui va nous permettre de régler tous nos problèmes de torsion, etc. Voilà. Pour les éléments primaires et secondaires. Laissez la main du coup à M. Jagnard qui va vous présenter la deuxième partie. Donc nous, on a décidé également de vous parler des éléments non structuraux. C'est ce que l'on rencontre assez souvent sur les projets. C'est la problématique du séisme vis-à-vis de tout ce qui est éléments non structuraux et plus particulièrement bardage, revêtement collé, revêtement grafé. Dans le cadre des éléments non structuraux, il y a également… attendez, excusez-moi, on passe à l'autre image. Voilà. Dans le cadre des éléments non structuraux, on a plusieurs éléments. On va avoir les éléments de façade, les menuiseries extérieures, les éléments de couverture, cloison, doublage, plafond, acrotère, garde-corps, etc. Le ministère, en fait, a
a sorti un guide concernant les éléments non structuraux pour vérifier que ces éléments non structuraux, vis-à-vis du séisme, n'entraînent pas un risque vis-à-vis des personnes. Parce que la base même de la construction parasismique, c'est d'abord et avant tout la protection des personnes et non des bâtiments, mis à part les bâtiments de catégorie d'importance 4 qui, eux, doivent rester debout après un séisme. Donc, on vous a donné un exemple là sur la droite, c'est pour tout ce qui est revêtement de façade, les aimants de façade. Dès lors que vous êtes en dessous d'une hauteur limite pour les aimants qui sont fixés par liaison mécanique seule, par exemple de la pierre agrafée, dès lors que vous êtes en dessous de 3,50 m avec une masse inférieure à 25 kg par mètre carré, le guide considère qu'il n'y a pas de risque sismique vis-à-vis de ces éléments-là. Par contre, si vous avez d'autres modes de fixation, comme par exemple le carrelage collé, où il est simplement collé, donc, et que sa masse limite ne dépasse pas 25 kg par mètre carré, bon, c'est quand même du carrelage très fin, hein, vous n'avez pas de limitation de hauteur, et là, pareil, vous n'avez pas forcément d'obligation de le justifier au séisme. Dès lors que ces éléments-là vont sortir de ces limites données par ce guide, on va devoir le justifier. Donc, soit on le justifie par l'intermédiaire du guide, sauf que c'est très difficile à obtenir. Objectivement, moi, sur la plupart des chantiers, on a beaucoup de mal à pouvoir justifier ces éléments-là. Donc, après, pour pouvoir le justifier, vous avez certaines règles qui permettent justement de considérer que c'est valable aussi en zone sismique. Par exemple, pour le bardage métallique simple pot, il y a les recommandations professionnelles RAGE qui traitent du séisme pour pouvoir l'utiliser dans le cadre du séisme. Pour tout ce qui est des revêtements muraux collés, revêtements muraux attachés en pierre mince, par exemple, là, si vous vous référez aux techniques courantes et donc aux DTU, les DTU sortent l'aspect sismique du cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'en gros, ça devient des techniques non courantes et de ce fait-là, il faut une évaluation technique, soit le justifier par le guide de l'ENS, soit avoir un avis technique qui permette de le justifier au séisme. Notamment, on a des éléments de pierre agrafée qui sont sous avis technique, comme la Stodlight ou autres, qui vont donner des références pour pouvoir justifier l'utilisation en zone sismique. Dans ce cadre de ces avis techniques, il y a des essais qui sont réalisés au CSTB par des bancs d'essais spécialisés qui ont été faits spécialement pour justifier ces matériaux en zone sismique. Notamment là, vous avez 2 photos qui ont été prises sur des bancs d'essais au CSTB et qui permettent de pouvoir justifier ces éléments-là au séisme. Également, dans les avis techniques, ce qu'il faut faire attention quand vous avez un produit qui est sous avis technique pour justifier en zone sismique, vous avez toujours des tableaux dans les avis techniques qui précisent son usage en fonction de la catégorie d'importance du bâtiment et en fonction de la zone sismique. Il faut faire vraiment attention. En général, il y a certains avis techniques où justement, ça va être valable en zone de sismicité, par exemple 3, mais pas en catégorie d'importance 4. Ou inversement, ça ne va pas être possible en catégorie d'importance 3. Là, par exemple, vous avez un exemple de tableau d'un procédé sous avis technique où il vous donne, si on est en classe d'importance 3 et en zone 3, la pose n'est non autorisée à l'exception des renvois 3 et 2. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut vraiment faire attention dès le départ par rapport aux éléments non structuraux. C'est très clair. Et voilà, donc
On vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on pourra vous répondre à la tout fin à de la l'heure. présentation. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais passer la parole à ABC Architecte. Ça devrait le faire. Oui, la caméra, non, elle est là-bas. Maintenant, vous devriez pouvoir partager votre écran. C'est bon. Merci. Bonjour à tous. Je suis Jean-Philippe Cabane, architecte, le bureau ABC Architecte, et je suis accompagné avec Nadège Lacroix, qui est architecte, qui était à côté de moi. Avant de commencer cette présentation, je vais devoir faire un petit peu vite parce que j'ai une autre conf call qui m'attend. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je voulais saluer Monsieur Zacek, que j'ai vraiment le plaisir de voir ce soir. Parce que, Monsieur Zacek, vous avez été mon professeur au début des années 80 et ça fait plus de 35 ans que je ne vous ai pas vu. Donc, je suis vraiment content de vous retrouver ce soir à l'écran. Voilà, je voulais vous le dire et ça me fait vraiment très, très plaisir. Voilà, j'espère que je vous ai laissé de bons souvenirs. Hein. Ah ben tout à fait, mais j'ai retrouvé votre petit accent que vous aviez dans l'amphicarré de l'école d'architecture de Bobigny. C'est inévitable. Inévitable. Voilà. Et ma collaboratrice Nadège vous a eu aussi comme professeur, donc pour nous c'est vraiment un grand moment. On va vous parler de deux affaires. Un premier programme qui est à Sophia Antipolis s'appelle Centrium, que nous réalisons pour un promoteur privé qui s'appelle Monsieur Courtin. Donc c'était sur un site d'un ancien bâtiment sur lequel il avait donc un bâtiment à rez-de-chaussée qui était devenu obsolète et que nous avons démoli. Ce bâtiment, donc c'était un bâtiment en structure préfabriquée d'une grande superficie qui faisait à peu près 3000 mètres carrés. Donc l'objectif et la programmation consistaient à faire un bâtiment de bureau, donc d'environ 12 000 mètres carrés. Voilà, donc le bâtiment donc, se situe, donc il est décomposé en deux parties. Ici, un volume principal, alors qui va se décomposer en trois bâtiments, bâtiment A, bâtiment B et bâtiment C, qui vont être construits sur un sous-sol unique. Et derrière, donc, vous avez à l'écran ici un bâtiment qui est envisagé à terme d'être transformé, mais qui va pas faire l'objet de la présentation de ce soir. Donc, sur cette affaire, nous collaborons depuis l'origine, donc avec le promoteur, Monsieur Courtin, et surtout avec Robert Supin, ingénieur structure, qui est avec nous ce soir, qui va vous développer un petit peu plus la partie structurelle. Donc, il y a un sous-sol commun qu'on va vous montrer. Donc, alors là, quelques images du projet pour que vous arriviez à le comprendre. Donc, on va parler des trois bâtiments qui sont ici aux avant-postes situés derrière une allée de pins magnifiques qu'il a fallu conserver. Et donc, on a un grand volume sous forme de socle qui va asseoir l'intégralité du parking. Et dessus, donc, on a ces trois volumes en peigne qui viennent s'inscrire dans le sens de la pente principale du terrain. Voilà, donc ça c'est quelques images de principe. On va venir ensuite donc au plan du sous-sol. Alors la particularité, et ça Robert Supin sera beaucoup plus calé que moi pour le développer, c'est que donc on a un sous-sol qui se développe dans un sens avec ce que j'appelle des tubes, grosso modo 3 tubes. Donc un tube ici côté est qui est donc une circulation qui dessert des places de stationnement de chaque côté, et donc on a 3 tubes successifs. Qui sont aux extrémités reliés entre eux par des rampes de circulation. Alors ces tubes successifs, ils servent donc pour les parkings, et au-dessus, on a perpendiculairement les bâtiments, donc le bâtiment A qui va s'inscrire sur celui-ci, en zone centrale le bâtiment B, on le voit un petit peu se profiler au niveau de la structure, et à droite le bâtiment C. La particularité, c'est qu'on a 3 niveaux de sous-sol et on a environ 600 places de stationnement, ce qui est quand même assez rare dans l'environnement de Sophia Antipolis. Et donc là, au niveau du sous-sol, on distingue bien la rigidité entre les tubes avec des voiles qui sont continues. Donc, et puis ensuite, on a perpendiculairement tantôt des éléments structurants sous forme de voiles ou de poteaux, voilà, avec un certain nombre de joints parasismiques qui vont être positionnés donc à l'aplomb des façades des bâtiments qui vont être au-dessus,
ou à d'autres endroits, pas forcément à la plan des façades, suivant la configuration du dessus. On va passer au plan voilà le plan du rez-de-chaussée. Alors, le rez-de-chaussée, c'est une grosse galette qui correspond grosso modo au plan du sous-sol avec quelques décrochements. Et donc, on voit à gauche le bâtiment A, donc c'est l'emprise qui est bleue, avec un noyau qui va contribuer au contreventement de la structure qui est ici, noyau qui va comprendre les circulations verticales, l'escalier et un certain nombre d'équipements, et notamment les sanitaires. En zone centrale, le bâtiment B, donc, il est un petit peu plus large, il est décomposé par des joints de dilatation, donc un ici et un de l'autre côté ici, et il y a un noyau central, même chose, qui va aussi contribuer à la structure. Bon, la particularité de ce rez-de-chaussée, c'est qu'il nous avait été demandé d'avoir le minimum de points porteurs parce que on a à gauche la surface bleue qui va être destinée à une salle de sport, derrière la surface jaune-orangée qui va être un futur restaurant d'entreprise et en partie avant des petits volumes. Donc ce soubassement, il est assez chahuté, mais on a dans des grandes emprises des éléments structurels les plus limités possibles et c'était le challenge que devait relever Robert Suppa. On va venir après sur le plan d'étage courant. Alors là, vous avez donc à gauche le bâtiment A avec un noyau parasismique qui est à gauche, qui est central d'abord ici, qui comprend tous les sanitaires, qui est composé de voiles, et à gauche le noyau de la circulation. Et au pourtour, on va avoir une structure assez souple, puisqu'on a des plateaux de bureaux destinés à de l'open space, où il était envisagé d'avoir une structure avec des simples poteaux, grosso modo, qui doivent faire, je crois, un diamètre de 30 ou 35 à peu près, qui sont décomposés sur des trames d'à peu près 7 mètres 20. En partie centrale, donc un bâtiment en U parce que le hall est sur double hauteur. C'est ce qu'on a aperçu tout à l'heure sur les images de rendu. Et ce hall va permettre de distribuer deux plateaux qui se rejoignent derrière, deux plateaux d'open space. Et la même chose, il nous était demandé d'avoir des grands plateaux les plus dégagés possibles. Et comme on le voyait très bien sur les illustrations de M. Zacek, Robert Suppa a injecté perpendiculairement dans la partie centrale quelques voiles qui contribuent donc au contreventement. Certains sont dans un sens et d'autres dans l'autre. Et à droite, un troisième bâtiment où on lit parfaitement le noyau central avec quelques voiles perpendiculaires à la façade. Donc la particularité de celui-là, c'est qu'il y avait une discontinuité un petit peu entre le volume émergent et la partie du rez-de-chaussée par rapport à l'image architecturale qu'on recherchait. Donc ça, c'est pour le plan d'étage courant. On va venir maintenant au volume de toiture. Alors, à gauche et à droite, bon, on a quelque chose d'assez simple puisqu'on a une toiture terrasse qui est équipée de panneaux solaires photovoltaïques et d'équipements techniques. Et en partie centrale, donc un volume donc émergent qui relie les deux entités qu'on voyait sur le dessous. Avec là par contre, on a fait une toiture légère. Donc la dalle donc, est continue et on a une toiture légère. La particularité de ce volume, c'est qu'il est percé au milieu par un grand patio central qu'on aperçoit ici sur la coupe, lequel patio permet donc d'éclairer naturellement le cœur d'îlot. Et donc ça, c'est un élément significatif au niveau de la structure où on voit bien la manière dont porte le volume émergent sur le volume en infrastructure, où on devine les trois tubes dont j'évoquais tout à l'heure. Donc le premier ici avec un voile continu qui est nord-sud et qui sépare le tube du milieu. Ensuite, un autre tube en partie centrale, toujours séparé par un voile continu du tube suivant. Et on aperçoit donc le troisième tube avec des éléments porteurs donc, qui sont… Alors, pour ce troisième tube, on le voit sur la deuxième trame en partant de la droite, c'est-à-dire voilà, sur celle-ci. On voit que la trame porteuse est légèrement reculée par rapport au positionnement des voitures et elle correspond à la trame porteuse reculée sur la façade du dessus. Hein, donc, c'est ce qu'il y avait également sur l'exemple significatif qu'a présenté Caliconsult. Sur ce point, Robert, est-ce que tu veux faire une petite intervention sur cette coupe? Je ne sais pas s'il a la parole ou pas. Non, bah malheureusement, il n'est pas connecté encore. On ne sait pas trop pourquoi. Il va peut-être se connecter ensuite. Oui, voilà. on lui a laissé des messages. On guette, okay. On le guette. Ça, c'est la coupe transversale sur ce volume-là. Et dans l'autre sens, vous avez la coupe qui passe donc sous les trois bâtiments avec la continuité du sous-sol,
donc avec les 3 niveaux, et puis les 3 émergences, donc qui sont chacune d'entre elles traitées d'une manière un petit peu différente. Donc on arrive bien à lire sur cette coupe-là aussi la continuité entre, par exemple, sur le bâtiment, voilà, sur ce bâtiment-là, la continuité entre les éléments structurels du dessus qui sont légèrement reculés par rapport à la façade, et puis la continuité par rapport aux voitures. On va essayer, voilà, on zoome ici, et la continuité avec le dessous. On voit également le positionnement des joints de dilatation, donc entre le volume émergent qui est ici, et puis la partie centrale. De l'autre côté, donc si on zoome un peu moins, voilà, on voit donc de l'autre côté du bâtiment B à droite, la même chose avec le joint de dilatation qui est continu sur le plancher haut du sous-sol et ensuite qui se retrouve sur le dessous. Alors, la particularité, c'est suivant les affaires et suivant les ingénieurs, et en fonction de la spécificité de chacun des projets, la continuité de ce joint de dilatation, certaines fois, on fait un joint diapason en plancher haut du sous-sol. Et là, Robert Suppa a souhaité qu'il y ait une continuité jusqu'aux fondations. Voilà. Ici, voilà la coupe longitudinale sur ce bâtiment avec les éléments de structure qui émergent. Donc tout à l'heure, Robert Suppa reviendra un petit peu sur l'argumentaire technique sur la structure. J'espère qu'il va arriver à nous rejoindre. Je suis là. On t'entendait pas, je suis content de t'entendre. Ben, Voilà. je ne veux pas déranger les interlocuteurs, mais je suis là depuis le début d'ailleurs. Très très bien, merci. Voilà, donc je disais qu'après, donc tu vas revenir un petit peu sur la structure de Centrium, et maintenant on va passer sur la structure donc du bâtiment Nature en Ville, voilà, qui est un autre exemple. Donc c'est un programme de logement que nous allons réaliser dans le centre de Valoris, toujours le périmètre de la Casa et de Sophia Antipolis. Donc sur un terrain qui est en centre-ville, à proximité du noyau historique de centre-ville qui s'appelle le Damier. Alors là, la particularité, on le lit pas très bien sur ce plan de masse, mais on va peut-être, voilà, on va mieux le lire là-dessus. C'est que ce sont une série de 7 bâtiments qui sont implantés perpendiculairement pour certains au sens de la pente du terrain, et 2 sont parallèles. Alors on a sur ces bâtiments, sur les bâtiments de droite qui sont en haut, les 3, un sous-sol continu sous ces 3-là, et puis sur les 3 de gauche, la même chose, un sous-sol continu sur ceux-là. Et là, Robert va vous développer tout à l'heure ce qui est la difficulté souvent maintenant pour les bâtiments d'habitation. On va venir sur le... Voilà, donc là, on a un petit exemple de la volumétrie telle qu'elle se présente pour ces bâtiments-là. Et on va venir sur le plan voilà, qui est l'objet plus de l'exposé de ce soir, où là, vous avez donc les sous-sols continus qui sont sous 3 bâtiments. Et la particularité, c'est que ce sont les façades qui plombent sur les extérieurs du sous-sol et malheureusement, donc, les circulations centrales plombent sur la circulation des voitures. Et c'est là que l'astuce de l'ingénieur est importante pour arriver à proposer une solution technique ad hoc. C'est-à-dire que là, on voit donc la circulation centrale qui est grisée à cet endroit-là, et donc la nécessité d'avoir une structure qui n'a pas d'incidence, je dirais, ou quasiment pas d'incidence sur le calcul de rigidité. Voilà, donc, et ça, malheureusement, c'est le cas qui devient le plus courant, malheureusement ou heureusement, c'est le cas qui devient le plus courant et que Robert gère parfaitement, c'est-à-dire qu'on a le séparatif central des étages qui se trouve être interrompu au-dessus de la circulation des voitures. Et donc, on voit ici donc, le positionnement donc, des JD avec la circulation horizontale et l'absence d'éléments porteurs pour les voitures, et puis les éléments du dessus qui viennent sur cette circulation et qu'il faut reprendre au niveau de la structure. Voilà Robert, je pense que si tu veux prendre le relais sur ce dossier-là, en particulier Nature en Ville et sur Centrium ensuite. Oui, oui, pas de souci. Je vais essayer de partager mon... Je vais vous passer la main. D'accord. Alors, où êtes-vous?
vais vous passer la main. Oui, pas de souci. Dim. Ben, en attendant, bonsoir Comment à c'est fait? tous. Et bon, je vais choisir donc ma présentation. Voilà, je ne sais pas si ça vous voyez. Tout à fait. Voilà, donc ben, je vais reparler des deux projets que vous a cités Jean-Philippe Cabane. Le projet Centrium, voilà, donc je ne vais pas développer, bien sûr, il a fait mieux que moi, je ne le saurais. Donc, 3 blocs sur une infrastructure commune. Alors, toujours pareil, là, la problématique qui a été soulevée à la fois par M. Zasek et par Cali Consult, les rigidités qui ne plombent pas avec de la superstructure, qui ne plombent pas avec l'infrastructure. Donc, on s'est arrangé, vous voyez, quand même pour trouver en superstructure donc, des voiles de contreventement. Et au droit des circulations, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Les voiles qui ne tombaient pas pour respecter la fameuse règle des 15%, on les a passées d'office en non-porteurs, en les mettant en maçonnerie ou en cloison légère. Du coup, on se retrouve avec des éléments de rigidité que vous voyez ici, des poutres voiles, qui viennent directement sur d'autres éléments de rigidité que sont les voiles de part et d'autre des circulations. On a fait des corbeaux assez puissants aussi pour reprendre de la même façon des poutres voiles qui tombaient un peu à côté. Donc voilà par exemple le niveau du dessus. Tout à l'heure sur la page précédente, vous aviez la circulation là-dessous. Donc avec les voiles qui sont non porteurs, on a choisi et on a conservé la structure principale, vous avez entendu ce mot plusieurs fois ce soir, qui reprend donc l'ensemble des efforts sismiques et sur lesquels on concentre le ferraillage et on renforce en fonction des efforts donnés par les modélisations. Voilà, donc là on voit les 3 bâtiments. On voit au milieu le bâtiment central. Donc, vous avez compris le principe, Jean-Philippe l'a dit. On avait besoin d'avoir de grands plateaux transparents. Donc, l'idée, c'était de mettre des noyaux de contreventement qui reprennent les efforts sismiques et d'essayer de symétriser au maximum en rajoutant de temps en temps un voile. Vous voyez, par exemple, sur le bâtiment B central, on a une symétrie du contreventement, et quand ce n'est pas le cas, on rajoute un voile. Donc ça, ce sont des discussions avec l'architecte, et je rejoins ce que disait M. Zasek, c'est une collaboration dès le départ, dès les premiers coups de crayon, pour qu'on puisse arriver à une optimisation. Vous voyez ici, vous avez des transparences, vous avez des poteaux qui sont petits, qui n'ont aucun rôle vis-à-vis du séisme, qui n'ont aucun rôle de rigidité verticale, donc de prendre et descendre des charpes. Tout le contreventement passe par les noyaux, les dalles étant bien évidemment des zones de transfert des efforts horizontaux, et qui méritent une attention d'ailleurs à ce titre. Donc on arrive à respecter la volonté donc, du maître d'ouvrage, de l'architecte, en étant un petit peu, je dirais, en les guidant un petit peu, et des fois ça discute beaucoup pour passer un voile là où ils n'en veulent pas, mais on arrive toujours à notre but. Donc je vais assez vite parce que je pense que vous en avez tous un peu marre, c'est peut-être un peu long, mais j'en ai que pour 5 minutes encore. Donc ici vous voyez une coupe, toujours sur ce bâtiment, où on respecte vraiment l'esprit de la règle. Vous avez des rigidités, bien qu'elles soient transpercées par des portes, il en faut, mais vous voyez très bien que c'est là-dedans qu'on va passer un contreventement, l'essentiel du contreventement du bâtiment, quand on imagine les autres travées avec des poteaux. Et vous voyez que ces éléments-là, vous avez un effet de portique ici, qui va se reporter sur les voiles qui sont de part et d'autre de la circulation et donc des voiles séparatifs des parkings. Donc voilà un exemple de bonne conception gérée par un sismique. Le noyau central, on a libéré les proches des façades, tous les plateaux. Donc on a réussi à faire quelque chose de bien malgré la difficulté au départ
avec donc des ouvrages qui, d'entrée, vous voyez, on superpose une entité parking avec une entité, je dirais, il y a un restaurant d'entreprise et au-dessus des bureaux, mais on y arrive. Voilà, et j'arrive sur Nature en ville, là vous voyez la maquette. Bon, on travaille en 3D, c'est à la fois la maquette numérique et la maquette de calcul qui débouche sur la maquette de calcul. Où là, Jean-Philippe l'a dit aussi, on a là-dessous, vous voyez la circulation, c'est le plancher haut du sous-sol. Alors ça, effectivement, c'est une problématique dans les immeubles de logement qui est, je dirais, constante. Aujourd'hui, on a une distribution que vous voyez ici, le couloir central que vous voyez là, avec en dessous la circulation. Donc c'est d'un commun vraiment. Mais c'est une problématique, puisque je relis ça à ce que disait M. Despo, c'est que vous ne pouvez pas respecter la règle des 15%, parce que ça tombe en l'air. Donc, ça ne tombe pas directement sur les fondations. Donc, si vous prenez tous ces voiles, ben, vous allez avoir un problème pour respecter cette règle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise les rigidités naturelles, que sont les voiles de séparation, ici, que vous voyez entre appartements, qui sont en fait de véritables consoles-voiles, ce sont des éléments très rigides, sur lesquels on vient poser les poutres-voiles, qui sont aussi des éléments qui sont très rigides. Donc là, par rapport à la règle, il n'y a pas de problème. On descend des charges, les charges sur des éléments rigides et pas sur des éléments souples. Et pour les voiles qui ne peuvent pas fonctionner comme ça, on les passe en cloison légère, que vous voyez ici en vert. Donc du coup, vous vous retrouvez avec une structure qui a que des éléments rigides. Et regardez, l'avantage cerise sur le gâteau, c'est que vous voyez aucune poutre dans cette circulation, puisqu'elles ne seront pas nécessaires, elles fléchiraient, alors qu'il y a des éléments raides dessus. Donc, on a enlevé toutes les poutres. Et du coup, pour innerver le bâtiment, eh bien, vous pouvez passer vos réseaux, vous êtes libre. Vous pouvez remonter le fond de fouille de votre niveau du sol. En fait, on dépense un peu plus d'argent dans les poutres voiles en armature au-dessus, mais on gagne énormément sur l'infrastructure. Donc, voilà un peu l'astuce qu'on utilise dans ce cas commun, je dirais. Et là, vous revoyez un étage courant où vous voyez tous ces éléments que vous voyez enfoncés sont des éléments qui descendent bien, qui sont très rigides et donc qui ne posent pas de problème vis-à-vis de la conception parasismique. Les éléments donc, qui sont en vert, eux, on les a carrément mis en cloison légère pour respecter les règles de pourcentage. Une élévation qui vous montre, c'est l'élévation du voile de circulation, où vous voyez les entrées des appartements, vous voyez les consoles voiles ici, et vous voyez donc que toutes les masses vont circuler de ces consoles voiles et de ces poutres voiles sur les éléments de rigidité qui sont dans les axes des fils là, que vous voyez ici. Donc, il n'y a pas d'amplification dynamique verticale. C'est juste une petite parenthèse pour vous dire que cette règle, elle vient du fait qu'on a interdit on n'a pas pris en compte, on ne prend pas en compte à ce niveau d'accélération le séisme vertical et que par là même, eh bien, il faut bien que les éléments de rigidité descendent les uns sur les autres. Petite parenthèse dans la parenthèse, à Monaco, on peut faire des dalles de reprise, bien entendu, en prenant en compte le séisme vertical. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Barbara, je ne sais pas ce que tu en penses. On peut passer aux questions-réponses. Oui, je pense. Oui. Donc, chacun peut réactiver son micro là comme il le souhaite pour poser des questions. Voilà, je vous laisse libre. Oui, je voudrais apporter une précision. Vous m'entendez? Oui. Oui, non? on vous entend. Oui, oui. Une précision par rapport aux 15% que les éléments de structure secondaire ne devraient pas dépasser. C'était bien écrit sur le transparent et marqué « il convient que ». Et maintenant, comme tout le monde pense qu'il convient que, c'est « on doit »,
dans les normes qui sortent maintenant, dans toutes les normes récentes, il est marqué au début, quand on utilise le terme « il convient que », c'est une possibilité. Autrement dit, on peut passer outre. Dans l'Eurocode, les clauses sont soit accompagnées d'un P comme principe, que là on ne peut pas y couper, il faut les appliquer telles quelles. Mais les autres clauses, surtout s'il y a marqué « il convient que », en principe, c'est juste un souhait. Alors que souvent on dit ben, il faut. Voilà. Ok. Si quelqu'un a une question, il ne faut pas hésiter, il faut prendre la parole. J'ai vu qu'il y avait déjà une question dans la discussion, dans le chat, sur les 2 derniers projets présentés par M. Choupa. Oui, je ne suis pas ABC. Hein. C'est les projets de Centrium. La question, c'est ça, comment sont traités les ponts thermiques, liaison au voile plancher? Nadège, je pense que… Oui, alors moi je vais pouvoir parler que d'une des 2 affaires. La deuxième, je me suis un peu moins impliquée dessus. Sur la première affaire, au niveau des ponts thermiques, en fait, on a des murs rideaux qui passent donc devant les dalles, ce qui permet d'avoir, on a notre structure en retrait, et ce qui nous permet de ne pas avoir de pont thermique, en fait, tout simplement. Voilà, c'est l'astuce que l'on a trouvée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonsoir, moi j'ai une question à Milan Sazek. Oui. Si effectivement les 15% ne sont qui ne sont pas une règle, une préférence, oui. Quel est l'esprit de cette règle pour l'appliquer? Ben, je ne vois pas ce que tu appelles l'esprit, mais quand dans l'Eurocode on dit « il convient que », ça veut dire qu'on souhaite que ce soit comme ça, mais si on ne peut pas faire autrement, mais on ne le fait pas. Et la solution, c'est justement de vérifier que les éléments qu'on a pris comme structure principale sont à eux-mêmes, tout seuls, capables d'assurer la stabilité. Et après, si les éléments secondaires dépassent 15%, ça ne porte pas conséquence. Sinon, s'ils ne sont pas capables, à ce moment-là, il faut récupérer certains éléments secondaires pour les traiter comme primaires, et il faut donc les dispositions constructives aussi qu'on les applique de sorte à ce que ce soit les éléments primaires. Parce que les dispositions constructives parasismiques ne sont pas appliquées aux éléments secondaires. Ok. Et du coup, j'ai une question à M. Choupa. Comment, en réfléchissant à ça, comment ça peut se mettre en œuvre au projet qui a été présenté? Excusez-moi, parce que je n'ai pas compris la question. La question, c'est que si la règle des 15% n'est pas une règle, en fait, n'est qu'un fait, est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur la conception du projet? Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'apprécie cette précision parce que j'ai toujours combattu cette règle. Parce que j'ai toujours trouvé que dans la mesure où on fait des calculs comme on les fait, qui sont très poussés, qui considèrent les éléments tels qu'ils sont, peu importe, vous modélisez toute la structure, vous pouvez venir les séismes verticaux, les séismes horizontaux. Cette règle, nous ne l'avons comprise que parce que justement le séisme vertical avait été enlevé. Alors pour répondre à votre question, moi, compte tenu des petites astuces là, ce que je vous ai montré en passant des voiles en non porteurs, on arrive facilement à contourner cette règle sans trop abîmer le projet architectural. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des promoteurs qui se sont plaints justement dans d'autres conférences d'ingénieurs qui disaient, ou de bureaux de contrôle, pardonnez-moi, qui obligeaient justement à avoir une rigueur là-dessus et qui prenaient le texte de l'Eurocode à la lettre. Et donc, je suis très content d'entendre M. Zasek nous dire que bon, c'est une recommandation.
qui perd un peu de sens dans la mesure où on fait des modèles comme on les fait aujourd'hui, où on maîtrise très bien les choses en fait. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que le nouveau code de calcul sera beaucoup plus souple sur ce sujet et permettra aux architectes et aux promoteurs d'avoir un petit peu plus de souplesse aussi sur les structures. Je pense qu'ils ne prennent pas justement à la lettre le texte, hein, puisqu'ils le confondent, ils conviennent qu'avec on doit. Oui, si vous voulez. Et beaucoup de monde confond ça, hein, parce que comme il convient partout, alors ça porte à confusion. Quand on est bureau de contrôle aussi, c'est vrai qu'on essaie d'interpréter au plus favorable, quoi. Hein. Voilà. Oui, effectivement, nous, on essaye au maximum que cette règle-là puisse être appliquée, c'est un cadre pour pouvoir construire les bâtiments. Après, effectivement, nous, ça nous est déjà arrivé d'accepter que le pourcentage de rigidité soit augmenté. Maintenant, un double calcul, c'est d'ailleurs dans le fascicule de l'Eurocode 8, je crois, qui l'explicite. Donc, effectivement, après, l'idée, c'est de pas d'être totalement rigide dans l'application, et c'est en fonction de la lecture du projet qu'on essaie de trouver des solutions en corrélation avec l'Eurocode. Oui, tout à fait. Mm. Il y a d'autres questions sur la structure? Je regarde le chat. On entend souvent la remarque que les porte-à-faux, c'est des choses complexes et qu'on est limité. Est-ce que c'est vraiment le cas par rapport au parasismique? Si c'est moi qui réponds, c'est pas un problème, puisque l'Eurocode dit qu'avant qu'on atteigne 5 mètres de portée, et en plus avec un séisme qui est très violent, le quart de l'accélération de la pesanteur, on n'a même pas à prendre en compte les charges verticales. Or, les porte-à-faux, c'est vis-à-vis des charges verticales qui sont éventuellement vulnérables, pas vis-à-vis des charges horizontales. Donc, ça ne pose pas de problème. Par contre, il ne faut pas créer de masse en bout de porte-à-faux parce que c'est justement la masse qui, par son inertie, crée ce qu'on appelle charges sismiques. Il n'y a plus de questions? Non. Non. Manifestez-vous maintenant. Non. Pas de questions. Pas de questions. Du coup, l'intervention a été enregistrée, donc je pourrais vous transmettre un lien avec la vidéo, comme ça vous pouvez la revoir à volonté. Ce qui serait possible, Catherine, c'est d'avoir les slides que les spécialistes ont présentés, parce que c'est plus facile à consulter que la vidéo. Oui, on ne va pas se mettre 1h30 chacun derrière la vidéo. Donc, je pense que si on peut avoir les slides, ce serait bien. D'accord? Il n'y a pas de souci, je les ai déjà. Et Monsieur Zacek, votre fascicule du moniteur est déjà paru? Oui, c'est au mois de juin 2019. Il est en vente depuis 1 an.
D'accord. C'est un truc opérationnel où en quelques lignes pour chaque problème, on fait le tour. Parce que dans un livre normal, il faut s'y accrocher parce qu'il faut faire 30 pages, etc. Dans quelques lignes, vous avez une réponse pour chaque problème. D'accord. Bon, ben, c'est intéressant. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Catherine, on mettra les références en ligne avec la vidéo et les slides. OK. Il y a une nouvelle question. Ah, Quelle est la priorité entre pont thermique et sécurité structurelle? Mais les rupteurs thermiques, lorsqu'ils possèdent un avis technique, et il y en a, sont autorisés. Donc le pont thermique peut être corrigé à condition qu'on ait un procédé qui a été vérifié quant à l'accrochage, donc l'ancrage du plancher à travers l'isolant, donc dans l'échaînage. Donc sur ce plan-là, c'est résolu. Il existe des avis techniques. Sauf erreur de ma part, le rupteur thermique, ce n'est pas un produit très utilisé chez nous. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ouais. Ah, ça, je ne sais pas. On ne les aime pas trop, nous. Hein. J'en ai parlé parce qu'on me pose souvent la question, parce que les gens souhaitaient. Maintenant, je ne sais pas si dans les Alpes-Maritimes, on l'utilise beaucoup ou pas, j'ignore. En fait, les rupteurs thermiques, c'est bien en théorie. En pratique, quand on va sur les chantiers et qu'on voit la minutie du ferraillage, la mise en œuvre et la qualification des gens qui devraient être là pour le faire, en fait, voilà, moi je dis, faites attention avec les rupteurs thermiques. On ne peut pas utiliser ça avec n'importe quelle entreprise. Il faut des gens structurés et il faut des gens qui ont un service ou une expérience dans les rupteurs thermiques. Parce que si c'est mal posé, si les armatures de renfort qui encadrent les rupteurs ne sont pas mis en place, ça peut être très, très ennuyeux. Même en dehors des rupteurs thermiques, il n'y a rien de spécifiquement parasismique comme conflit entre les points thermiques et la structure. C'est général, parasismique ou pas. Dans le parasismique, ça n'aggrave pas le problème. Oui, mais c'est spécifique, le rupteur thermique. Il y a oui, je dis en dehors des rupteurs thermiques. D'accord. Si je puis me permettre une remarque. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, on entend. Oui. Oui. Donc, je reprends le propos de Robert Suppa. Effectivement, on peut douter du sérieux de la mise en œuvre des systèmes de rupteurs thermiques sur chantier par les entreprises. Et effectivement, pour avoir été souvent sur chantier, le fait que sur le papier et en théorie ça fonctionne, en pratique, c'est pas souvent bien mis en œuvre. En revanche, vous pouvez faire appel aussi au service de certains industriels. Je pense à des planchers type Prédal qui aujourd'hui sont équipés en série et en usine de systèmes qui sont pour le coup assez fiables puisque pensés pour être mis en œuvre le plus simplement possible. Voilà, donc je pensais aux systèmes de thermoprédal qui ont été développés par les industriels en général. Hein. Je n'ai pas d'avis sur l'un ou l'autre, mais le système de thermoprédal fonctionne, ma foi, plutôt bien. Avec, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un système, pour l'avoir commercialisé, qui marche très bien et qui ne souffre pas, en fait, du soin apporté à la mise en œuvre. Moi, je ne vais pas faire de publicité à Thermoprédal, mais effectivement, moi, je préfère ce genre de réalisation pour les connexions entre les planchers et les murs de façade, effectivement. Oui, l'avis technique auquel je faisais allusion, c'était des prédales avec rupteur thermique, justement. Oui. Donc des prédales. Une question à Jean-Philippe. En tant qu'archi, est-ce que tu prends en compte, toi, est-ce que avec les habitudes, tu prends une conception qui intègre la discussion plus avec l'ingénieur ou
pour faire que la part de l'architecture s'intègre à la conception. C'est pas clair ce que j'ai dit, mais tu as dû comprendre. Bah, écoute, sur tous les projets, on essaye d'intégrer l'ingénieur le plus vite possible. Bon, on a un minimum d'expérience, mais c'est vrai que le gros problème du noyau central, l'approche des ingénieurs est souvent un petit peu différente. Donc, on essaie de l'intégrer le mieux possible. Alors, tantôt, certains nous demandent d'avoir un côté qui est porteur et qui plombe, d'autres, comme Robert, a trouvé la solution pour qu'on puisse avoir l'emprise des deux côtés de la circulation et s'en affranchir au-dessous. Voilà. Donc, mais c'est vrai que dès le début, on essaye le plus possible d'avoir des échanges avec sous forme de minutes. Dès qu'on commence à élaborer les principes, on échange beaucoup, on fait des allers-retours quasi permanents avec les ingés, où on aime bien avoir des retours stabilotés, comme l'exemple qu'on a vu mis en évidence par Caliconsult, avec les primaires et les secondaires. Mais je pense que c'est indispensable, hein, c'est indispensable. Je crois que c'était un peu l'objet de la présentation de ce soir, c'est de montrer que nous, architectes, on a aussi notre part à apporter dans l'échange et dans la conception. Évidemment que nos amis ingénieurs, ils ont un rôle colossal par rapport à la bonne mise en œuvre du parasismique, mais il y a une petite part qui à mon avis, enfin, évidemment, ce que montrait Mylène Sajek, c'est qu'il n'est pas que du calcul, qui est aussi l'intelligence de conception, quoi. Et c'est ce qui se retrouvait dans les projets, c'est qu'effectivement, ils ont des formes qui sont adaptées, on aurait pu faire totalement différent, qui étaient totalement adaptées par rapport à une conception. Je voudrais souligner, comme a dit M. Despaux, il a dit que les voiles peuvent transférer, les voiles des étages, hein, peuvent transférer les charges sur des poteaux. C'est parce qu'on n'a pas dit qu'il est interdit par le record de faire porter des voiles par des poutres. Donc on est obligé de faire justement des voiles, des poutres voiles, pour qu'ils ne pèsent pas en quelque sorte sur la poutre, mais pour que les charges soient directement transmises au poteau. Et ensuite, il peut y avoir des porte-à-faux, comme il a bien dit, et ce sont donc des voiles en drapeau, après, qui peuvent donc aller au-dessus d'une circulation de voitures. S'il n'y a pas d'autres questions, Barbara, je te laisse conclure. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je profite pour remercier. Juste, Barbara, peut-être juste intervenir par rapport donc, au plan séisme de l'État. Sachez qu'en 2021, je vais renouveler une formation à destination des architectes et des bureaux d'études. Alors, courant d'année 2021, dans le cadre du plan séisme, volet construction neuve. Voilà, l'information. Très bien, merci beaucoup. Et cette formation est bien sûr gratuite. Sûr. Voilà, encore mieux. Donc, sur l'exemple des formations qu'on a déjà suivies. C'est ça? Oui, ça sera on va dire la même formule par rapport à ça. Donc, en espérant pouvoir faire ça en présentiel. Sinon, il y aura peut-être une formule style avec des modules d'une journée ou de demi-journée en dématérialisé. Voilà. Mais ça, je vais le préparer en 2021. D'accord. Bon. D'ailleurs, je pense qu'on relèvera l'information parce qu'on est un certain nombre à l'avoir suivi. Et c'est vraiment une chance, je pense, d'avoir la qualité de formation qu'on a eue avec des très bons formateurs. Et je pense que tous les architectes ou les ingénieurs qui écoutent ce soir, ils ont tout intérêt à profiter de cette formation qu'on leur a dit. Oui, c'est vrai. C'était vraiment très intéressant. J'ai suivi les deux modules et c'est vrai qu'on apprend toujours et ça change aussi la façon de concevoir parce qu'on a un œil différent au moment de la conception. Bon. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non. Dommage.
Bon, c'était très intéressant, vraiment. Je suis super contente de toutes les présentations. Merci vraiment beaucoup à tous les intervenants parce que la qualité des présentations était vraiment très intéressante. Dommage qu'on ait un différentiel, un distanciel et pas un présentiel parce que c'est toujours plus convivial de pouvoir échanger. Mais bon, on espère une prochaine fois que dans une période un petit peu, on va dire, moins compliquée que ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je vous remercie tous et voilà, donc merci encore et j'espère à bientôt.